C'est un réseau national. Alors, s'il veut bien passer, voilà. C'est un réseau national de 7 équipes fondatrices, 6 équipes académiques et une équipe de terrain, qui est l'IREPS, l'instance régionale en promotion de la santé. Donc 6 autres équipes, je le disais, hospitalières ou académiques. Alors je vais pas tous les citer parce qu'on est très contraint par le temps, mais vous les avez ici à l'écran et vous pourrez les revoir sur le replay. Ce qui est intéressant de mentionner, c'est qu'on est un réseau très interdisciplinaire, très transdisciplinaire même, puisque on a des équipes en nutrition, des équipes en épidémiologie, des équipes en sciences humaines sociales, en marketing social, et j'en oublie peut-être. Et donc, comme je le mentionnais précédemment, on a également des acteurs de terrain, donc avec l'IREPS. Donc, nos objectifs, ils sont de développer de nouvelles approches fondées sur la recherche transdisciplinaire. Aujourd'hui, la prévention primaire, c'est un des grands leviers de lutte contre le cancer. C'est un chiffre qu'on redit assez souvent, mais 40% des cancers sont liés à des comportements ou à des facteurs sur lesquels on a des marges de progrès et des moyens d'action surtout. Et donc, notre idée en tant que réseau concept, c'est vraiment de traiter l'ensemble du continuum de la prévention, c'est-à-dire de la compréhension des facteurs de risque, nutritionnels ou environnementaux par exemple, jusqu'à l'action sur ces facteurs de risque. Un de nos mots d'ordre également, c'est de lutter contre ce qu'on appelle la fragmentation en prévention. Alors, ces fragmentations sont multiples et on ne va pas ici toutes les détailler, mais c'est notamment la fragmentation entre justement les différents modes de prévention, les différents types de prévention, mais également entre des préventions ciblées sur des individus et des préventions plus générales à l'échelle populationnelle. On a 3 grands thèmes transversaux qui caractérisent nos recherches. Les approches participatives qui vont faire l'objet de la session d'aujourd'hui, l'exposome et le planetary health ou en bon français une seule santé. Et pour finir cette courte présentation de concept, pour vous dire que donc Limited Share c'est un des événements que l'on déploie, que l'on déroule au sein du réseau. Il y en a d'autres. On mène à bien des projets de recherche, évidemment, mais également d'autres activités scientifiques. On va bientôt pouvoir communiquer plus largement. On communique déjà sur les réseaux sociaux, donc suivez-nous sur LinkedIn en particulier. On aura bientôt la possibilité de communiquer de manière plus générale. Donc suivez-nous, surveillez ce qu'on fait et rejoignez-nous euh, quand c'est possible. Avant de passer la parole à nos 2 intervenantes, je vais très rapidement les présenter. Je vais couper mon partage. Donc, nos 2 intervenantes du jour, que je remercie chaleureusement, viennent toutes les deux du CERPOP. Donc, le CERPOP qui est une des équipes partenaires et fondatrices de Concept. Alors, le CERPOP, c'est le Centre d'épidémiologie et de recherche en santé des populations, qui est situé à Toulouse. C'est une équipe INSERM. Et donc, les travaux du CERPOP portent sur les déterminants physiopathologiques et sociaux, les modes de prise en charge et les conséquences des pathologies chroniques. Donc, parmi nos 2 intervenantes, nous avons la chance d'accueillir Nive Redmond. Donc, Nive, tu es chercheur chargé de l'essai clinique des codes et co-responsable précisément d'un axe interventionnel au sein du CERPOP. Donc, tu es très bien placé pour prendre la parole aujourd'hui. Et Claudia Adamiano, tu es ingénieure de recherche au CERPOP et tu es community manager au sein de Concept, mais j'imagine que tu vas nous en dire quelques mots. Merci encore à vous deux et on vous laisse la parole. Super, merci beaucoup Julien. Je vais partager mon écran. Donc voilà, vous pouvez voir la présentation. C'est Encore bon? en mode présentateur. Il faut juste que tu passes en mode... Ah, parfait. Ça c'est bon? Super. Voilà. Ok, super. Ok, donc Merci, Neve. merci beaucoup Julien pour cette introduction. Donc qui sommes-nous? Il a expliqué un peu. Qui nous sommes. Et donc, je voulais juste ajouter que notre équipe Equity s'intéresse aux inégalités sociales de santé tout au long de la vie. Claude et moi, nous concentrons sur les interventions visant à réduire les inégalités sociales de la santé. Et nos parcours professionnels sont un peu divers. Donc, j'ai plus de 15 ans d'expérience en recherche interventionnelle.
dans le domaine des soins primaires avec les médecins généralistes. Et Claudia a un doctorat en chimie et a suivi une formation détachée de recherche clinique. Nous avons tous les deux une expérience de la recherche participative en France et j'ai une expérience au Royaume-Uni aussi dans le domaine des essais cliniques et dans les communautés défavorisées aussi. Bon. OK, alors les approches participatives, donc il existe de nombreux termes pour ce type de recherche ou d'engagement ou une collaboration en raison de la diversité des contextes et des communautaires, ainsi que des citoyens et des partenaires de recherche. Mais cette définition ici explique la base des approches participatives. Et il s'agit d'une partenariat active entre les patients ou les citoyens et les membres du public et les chercheurs aussi. Juste une petite histoire de la recherche participative. Alors, le terme de recherche participative a été créé et développé au début des années 70 pour dire créer les processus de création des connaissances au niveau local, tout d'abord en Tanzanie, plus aussi dans les autres des autres pays, en particulier en Afrique ou en Amérique du Sud, afin d'améliorer les droits des communautés marginalisées et des communautés défavorisées. Dans les années 80, avec l'épidémie VIH, des groupes de soignants et des aidants et des patients ont réclamé des meilleurs traitements et une meilleure compréhension des patients aux États-Unis. Et la FDA a commencé à travailler avec ces groupes. Dans les années 90, le groupe Involve, créé au Royaume-Uni, a permis aux patients d'avoir le mot à dire dans la recherche, dans les services et les traitements dans le système de la santé là-bas, le NHS, en collaboration avec les cliniciens et les professionnels de santé. Et aussi, l'Agence européenne des médicaments travaille aussi avec les patients atteints du VIH. Aussi, au Royaume-Uni, il y avait une organisation, une association s'appelle James Lind Alliance. Et ça, c'est une association pour prioriser dans le domaine de soins de la santé les aspects concernés par les patients. Et donc, après, en 2007, je pense, il y avait des premières partenaires avec les patients et les cliniciens. Petit à petit, la participation à la recherche est totalement intégrée dans l'infrastructure des systèmes de soins et systèmes de la santé, par exemple au Royaume-Uni, en Irlande et au Canada. Et depuis, et aussi dans les dernières 10 années, il y a des demandes régulières sur les subventions, sur les appels à projets, et aussi une augmentation des nombres des articles publiés sur le cadre et les meilleures pratiques, les bonnes pratiques de la méthodologie de la recherche participative. Depuis Covid aussi, et des problèmes d'inégalité, c'est devenu l'option préférée pour s'assurer que les recherches prévues atteignent les communautés et que la voix de la public est prise en compte, par exemple, le long Covid. Alors, qu'est-ce que c'est la situation en France? En 2003, l'INSERM a créé son groupe GRAM pour travailler avec les patients. Et aussi, il y avait plusieurs de rapports ont été rédigés concernant les approches participatives dans différents domaines, par exemple de l'agriculture jusqu'à la santé. Une charte a été développée et créée en 2017 avec une définition convenue.
Les sciences et les recherches participatives sont des formes de production des connaissances scientifiques auxquelles participent des acteurs de la société civile et à titre individuel ou collectif de façon active et délibérée. Voilà la charte. Et aussi le renforcement par INSERM de l'engagement d'INSERM dans la recherche participative est inclus dans son plan stratégique jusqu'au 2025. C'est objectif 10, voilà. Et aussi, l'implication citoyenne sera encouragée partout où elle fait sens, y compris auprès de tous les partenaires associatifs, associations des patients, associations des familles, associations des citoyens. Il existe aussi un financement à petite échelle pour la recherche dans les approches participatives mené par Fabien Dauquin à l'INSERM. Aussi, plus récemment, plus récemment, un certain nombre de conférences et colloques ont été organisés sur le sujet et ont constitué une thème central de la conférence. Par exemple, le récent colloque de l'INCa en décembre de l'année dernière. Aussi, par l'INCa, l'inclusion des appels à propositions et des projets de recherche, la normalisation de l'implication des citoyens et des partenaires, des patients dans la recherche sur le cancer. Avec les réseaux sociaux et l'Internet, il est plus facile d'atteindre les publics. Et de plus, ce site web, le Sentinelle, permis aux patients, aux citoyens et aux bénévoles de secteur de la santé de s'inscrire pour participer à des projets de recherche sur les questionnaires sur le cancer à différents stades, aux différents niveaux de processus de la recherche. Près de 40 000 personnes se sont inscrites, dont la plupart sont des femmes, mais il existe des exemples de publications de ce site qui sont super. Il existe aussi une énorme quantité de la littérature et les ressources disponibles en ligne pour la recherche participative, y compris des formations interactives, pour tout. Pour des chercheurs, pour des patients, pour des experts, des patients et citoyens. Et Claudia en parlera plus tard. Il existe aussi des guides et des toolkits pour soutenir la mise en place des groupes ou des approches participatives dans les différents contextes. Il existe également des cadres, des guidelines pour les bonnes pratiques, les leçons apprises et l'évaluation aussi. Je vais parler sur ça un peu plus tard aussi. Donc, comment on fait la recherche participative? Alors, donc, le méthode, c'est pas exact pour chaque contexte, mais la recherche participative peut intervenir à tout moment du cycle de la recherche, dans le processus de la recherche. Le type de recherche n'est pas non plus limité. Par exemple, d'une revue systématique à la recherche interventionnelle complexe et mixte. Et la méthode est flexible et peut s'adapter au type de la recherche et aussi de la communauté et des personnes concernées. Mais le planning, c'est très important, c'est crucial pour garantir les respects des valeurs de toutes les personnes concernées, impliquées, et pour assurer que les résultats soient positifs pour tous. Qui peut participer? Alors, le niveau de participation dépendra de plusieurs aspects de contexte de la recherche,
de l'étape de processus de recherche, de groupes concernés et de souhaits et des besoins aussi. La formation, le soutien et les compassions sont souvent nécessaires pour donner aux participants la confiance nécessaire pour exprimer leur point de vue et se sentir valorisés et inclus aussi. Et donc, pour ça, il y avait publié aussi le système de la santé en Angleterre, au Royaume-Uni, les 6 bonnes pratiques, les standards pour la recherche participative, qui doivent être prises en compte lors de la réalisation de ce travail. L'inclusivité, la collaboration ensemble, le soutien et la formation, la gouvernance, la communication claire, ça c'est très important, et l'impact futur aussi. La recherche participative présente des nombreux avantages, des nombreux bénéfices, par exemple, améliorer la pertinence de la recherche, démocratiser la recherche entre les scientifiques, les professionnels de la santé et les chercheurs, contribuer à lutter contre les inégalités sociales de santé et aussi améliorer la diffusion et la mise en œuvre, l'impact des résultats. Mais aussi, il y a quelques difficultés aussi qu'il convient de prendre en compte dans les départs, les commencements de la recherche. Par exemple, ça demande du temps. Et de temps en temps, c'est peut-être difficile de s'engager auprès des communautés et des individus difficiles à atteindre. Aussi, de temps en temps, la méthodologie est critiquée comme étant une science inexacte ou pas robuste. Et aussi, de temps en temps, il pourrait des tensions ou des inégalités de pouvoir entre les demandes des cliniciens, des chercheurs et celles de la communauté. Beaucoup d'entre nous considèrent le point de vue de chercheurs ou des cliniciens comme le point de départ de la question de la recherche. Les approches participatives aident et soutiennent cette approche. Mais cependant, on peut commencer avec les communautés concernées et développer des questions de recherche basées sur ses besoins et ses demandes. Et cela a permis de renforcer les communautés et de mener les recherches très pertinentes et très puissantes aussi. Également, Community-Based Participatory Research ou la recherche participative communautaire, c'est une méthodologie efficace pour atteindre les citoyens en situation de vulnérabilité du cancer et afin de concevoir des interventions visant à réduire les inégalités sociales de santé. De plus, ce guide a été publié récemment par mes anciens collègues à l'Université de Bristol en Angleterre, en particulier sur la manière d'impliquer les communautaires, en particulier celles qui ne sont pas familiarisées avec la recherche ou qui ne font pas confiance. Parmi des numéros astuces, des numéros conseils, la recherche et les chercheurs devraient venir à la communauté, prendre le temps de comprendre la communauté, utiliser une langue simple et claire, partager les informations, communiquer dans une façon régulière. Et apparemment, la nourriture est très importante aussi. Pardon. Pour ceux qui sont au sein de notre réseau Concept, nous avons un inventaire de ressources sur la recherche participative en anglais et en français qui sera transféré sur le site web. Je pense c'est pas loin. Aussi, il y a le CEPPP au Canada est une excellente ressource en français pour la recherche participative.
Aussi, j'ai trouvé aussi une site web qui a été développé par l'Union européenne, s'appelle Action Catalog et c'est dans lequel vous pouvez spécifier, vous pouvez cliquer sur les différents aspects, les différents contextes et des recommandations s'affichent. Donc, comment évaluer la recherche participative? Il est important vraiment de comprendre si les approches participatives que nous avons faites sont efficaces. Et dans les dernières 10 années, il y a plusieurs options qui ont été publiées concernant l'évaluation de la recherche participative, des approches participatives, notamment des reporting checklists, des listes de contrôle. Par exemple, le rapport du GRIP 2, qui est utile pour améliorer le rapport et sur l'implication des patients et des publics dans la recherche. Aussi, il y avait des toolkits et des frameworks aussi pour évaluer, explorer l'impact de la recherche participative. Et aussi, il y a des autres méthodologies, par exemple les conférences, les séminaires, des ateliers, afin de réfléchir et améliorer la recherche participative, les approches pour les prochaines études. Il y avait une scoping review qui a été publiée récemment qui résume toutes les méthodologies de l'évaluation de la recherche participative. Bon, donc, je vais passer à Claudia maintenant et merci pour votre attention. Merci Nive. Merci Nive pour cette première partie très riche. Alors moi je vais vous présenter ce que nous faisons en termes de recherche participative au niveau au CERPOP, donc à Toulouse, et également ce que nous faisons au sein de Concept. Donc tout d'abord, je vais vous présenter très brièvement un projet sur lequel Nive et moi nous travaillons, qui est le projet des codes, qui est une étude multicentrique contrôlée et randomisée en cluster, qui porte sur le dépistage du cancer colorectal dans les zones défavorisées et qui vise à évaluer et améliorer la littératie en santé. Donc comme on vous disait tout à l'heure, le CERPOP et notre équipe Equity travaille beaucoup également sur les inégalités sociales en santé. C'est pour ça nous avons travaillé sur ce projet. Donc très brièvement, pourquoi on s'est intéressé au cancer colorectal? Le cancer colorectal est le deuxième cancer le plus diagnostiqué en France. Oui, merci. Actuellement, un programme de dépistage est en place pour les personnes âgées de 50 à 74 ans, donc dépistage bien sûr gratuit, mais les données montrent que le taux de participation à ce dépistage reste très faible, environ 30%, et si on s'intéresse aux zones défavorisées, ce taux diminue encore plus jusqu'à arriver à 22% pour les années de 2018-2019, quand nous avons commencé l'essai. Ce qui nous laisse penser que aussi un faible niveau de littératie peut être une cause de cette faible participation au dépistage. Donc l'objectif général, tu peux changer la diapo s'il te fait, Nif? L'objectif, merci, général de Décode est donc de comprendre si une intervention mixte qui vise à la fois des médecins généralistes de ville et des patients, via une formation pour les médecins et une brochure et une vidéo pour les patients, pourrait améliorer le recours au dépistage, en particulier dans les zones défavorisées. Tu peux changer, voilà. Alors, de ce fait, nous avons créé une brochure à destination des patients et pour créer cette brochure, nous avons fait appel à notre conseil communautaire, nous l'avons appelé ainsi, qui est un conseil, donc un groupe de recherche participative constitué de patients expertes, citoyens, mais aussi de représentants d'institutions telles que la Ligue contre le cancer. Et donc, qui nous ont aidés à construire et concevoir cette plaquette à destination des patients pour qu'elle soit le plus accessible et compréhensible par tous.
De plus, avant l'utilisation de cette brochure pour notre essai, nous l'avons également faite donc présenter à des personnes qui ne savaient pas lire ou qui ne comprenaient pas très bien le français, pour voir si effectivement les messages étaient clairs et bien compris. Et effectivement, cela a renforcé encore plus la nécessité d'accompagner toujours des textes clairs et faciles à comprendre avec des illustrations. Comme vous voyez dans cette brochure, il y a beaucoup, beaucoup d'illustrations. De cette collaboration est née également une publication qui a été publiée l'année dernière, donc en 2023 par Santé publique, qui donc vise à qui rend compte de l'acceptabilité de l'intervention que nous avons mis en place, en montrant donc l'exemple de participation des publics dans le développement de cette recherche interventionnelle en santé publique. Diapo suivante, s'il te plaît. Alors, j'avais prévu de présenter concept, mais Julien l'a très bien fait tout à l'heure, donc je vais être très très brève. Tout ça pour vous dire que nous faisons également partie du réseau Concept, qui est un réseau de recherche en prévention primaire des cancers. Et donc l'idée est de fédérer les forces et les travaux de toutes les équipes impliquées pour mettre en place des interventions, bien sûr pour la prévention primaire des cancers. Et donc je vous ai mis, voilà, merci beaucoup, ce diagramme pour mettre en lumière le fait que les approches participatives est une des bases et un socle de concept, à savoir que donc les approches participatives participent tout le long de la construction de nos projets, dès la naissance même du projet, donc l'idée même du projet, jusqu'à la co-construction d'une intervention qui pourrait répondre à cette idée de projet et jusqu'à la mise en place. Donc, c'est vraiment un fondement de l'approche de concept. Voilà. De ce fait, au sein de Concept, nous avons créé un groupe de recherche participative dont je suis la community manager, comme disait tout à l'heure Julien. Groupe de recherche participative qui s'appelle COPRICA, pour Communauté de citoyens pour la prévention primaire des cancers. Qui a comme objectif donc de participer tout le long des projets de concept. Et donc, nous avons créé ce groupe en janvier 2023 et depuis, nous avons choisi ensemble avec le groupe le nom et bien sûr aussi le logo. Et l'idée, c'est de rencontrer ce groupe de recherche participative régulièrement par des réunions en visuel ou en présentiel. Pour l'instant, c'est que du visio, pardon, en visio, pour présenter au groupe les projets qui sont en cours ou en cours de soumission à des appels à projets, pour évaluer et avoir aussi leur retour et leur avis par rapport à l'idée même du projet, à la faisabilité de l'intervention, s'il s'agit d'une intervention, et voilà, avoir leur point de vue de citoyens et d'usagers par rapport à un projet qui pourrait porter sur eux-mêmes. De même, nous demandons aussi aux membres de Coprica de nous soumettre eux-mêmes leurs idées d'action, d'intérêt qui pourraient porter à de nouveaux projets, donc au développement de nouvelles interventions. Mais surtout, ce qui est très important, nous proposons également à tous nos membres des formations. Alors, les formations en recherche participative, il en existe. Toutes ne sont pas accessibles à tout le monde. Toutes demandent aussi la plupart demandent des prérequis aussi. On essaie de proposer des formations qui soient gratuites en ligne et qui soient accessibles à toutes. Je vais vous présenter tout à l'heure un exemple de formation que nous avons proposé. Pour tout ça, nous avons pris nous avons décidé de rémunérer tous les membres de Coprica pour leur participation à toutes ces activités. Alors, nous ne pouvons pas les rémunérer monétairement, mais du coup, on les rémunère par des bons cadeaux Glady. Chose qui, d'ailleurs, j'ai oublié, je voulais le dire tout à l'heure, effectivement, lors de la construction de concept même, donc quand nous avons répondu à l'appel à projet de l'INCa, une ligne budgétaire dédiée à la recherche participative a été également prévue
et ce qui est à faire également pour tous les projets à venir, si l'on souhaite faire de la recherche participative, de prévoir un budget pour que la recherche participative puisse être réalisée de manière efficace. Prochaine diapo, s'il te plaît, Nive. Alors, par qui est constitué Coprica? Alors, Coprica a vocation d'être voilà, une communauté de citoyens, donc tout le monde peut y participer. Actuellement, nous avons des patientes expertes qui font partie du Coprica. Le bouche à oreille a aussi marché, c'est-à-dire que voilà, certains membres de Coprica, en parlant autour d'eux du fait qu'ils participaient à ce groupe à cette communauté, ont réussi à à nous ramener d'autres personnes intéressées par les sujets. Nous avons également fait des affichages pour faire des appels à volontaires et que nous avons affichés dans certains cabinets de médecins généralistes et aussi d'associations telles que la Croix-Rouge et Emmaüs, ce qui nous a permis aussi d'intégrer des citoyens qui tout simplement s'intéressent au sujet de la prévention primaire, mais aussi Coprica a vocation à intégrer au sein dans Coprica des groupes de citoyens ou d'autres groupes de recherche participative qui ont été impliqués dans des projets donc avec des caractéristiques spécifiques, telles que par exemple, je peux imaginer des riverains d'une certaine zone qui pourraient ensuite intégrer Coprica. Prochaine diapo. Donc, comme je vous disais, le groupe a été créé en fin janvier 2023. Actuellement, nous avons 11 membres actifs, très actifs. Certes, ça reste un petit groupe, mais qui a vocation à grandir. Nous avons créé ensemble une charte d'engagement mutuel, ce qui permet d'être clair dans ce que nous attendons de ce groupe de recherche participative et aussi eux, en quoi ils s'engagent s'ils font partie de Coprica. Donc, nous avons impliqué le groupe dans 4 projets différents sous concept, donc que nous avons soumis à des appels à projets. En demandant effectivement leur avis sur le projet dans sa globalité, ce qui a permis effectivement de revoir dans certains cas la structure et les objectifs du projet. Le groupe Coprica a suivi des formations en ligne, donc, Force, que je vais vous présenter tout de suite, mais le groupe Coprica est également impliqué dans le groupe GEM, qui est un groupe qui a été créé au sein de Concept, qui est le groupe d'échange méthodologique. L'objectif de cette implication est celle d'écrire un article sur l'implication des citoyens dans la recherche en prévention primaire. Et donc, l'objectif, c'est de l'écrire tous ensemble, donc citoyens et donc Coprica, chercheurs. Voilà. C'est vraiment une collaboration. Diapo suivante, s'il te plaît. Alors, concernant les formations, donc nous avons proposé ces formations en ligne. C'est les formations Force qui ont été développées à l'Université de Lausanne. Nous avons sélectionné ces formations parce que ce sont des formations qui sont gratuites, qui sont en ligne, qui sont accessibles, qui ont été réalisées voilà, avec un langage accessible à tous et qui ne demandent pas de prérequis. Voilà, aussi. Voilà. Donc, un premier module a été proposé qui vraiment présentait la recherche participative. Donc, diapo suivante, s'il te plaît, Nive. C'est une formation voilà, qui s'articule en 5 chapitres, qui vraiment décrit la recherche participative, qui, pourquoi, qui, quand et comment, qu'est-ce que c'est la recherche participative, pourquoi c'est important d'en faire, qui peut la faire, à quelle étape des projets on peut faire de la recherche participative, mais aussi comment la faire. Donc, c'est vraiment une formation très complète et qui est construite de manière simple, avec des parties explicatives, des fois aussi des vidéos, et avec un système de quiz après chaque partie pour identifier si les concepts clés ont été identifiés. Et aussi, la formation propose aussi toute une série de références pour les personnes qui veulent en savoir un peu plus. Le deuxième module qui est apparu il y a, je sais pas, quelques semaines, c'est un deuxième module sur l'éthique. Et donc, dans ce cas aussi, c'est la même structure. Donc,
pourquoi l'éthique en recherche est important. Donc, qu'est-ce que c'est déjà l'éthique? Pourquoi c'est important? Qui est concerné par l'éthique? Quand il est important de faire attention à l'éthique dans une recherche et comment la respecter? Comment faire une recherche éthique? Donc, comment la respecter? C'est la même structure et donc dans ce cas aussi, voilà, cette formation a été proposée au groupe Coprica sur cette formation. Voilà. Concernant l'implication du groupe Coprica dans le groupe GEM, comme je disais tout à l'heure, l'objectif est celui d'écrire un article avec les citoyens sur la recherche participative qui implique les citoyens dans le réseau concept et en recherche, en prévention primaire. Voilà. Donc, le GEM Mix implique à la fois les citoyens et les chercheurs. Donc, les citoyens sont considérés comme des co-chercheurs à même titre et à même niveau que les autres. Donc, pour ce groupe aussi, une charte a été réalisée afin voilà, une charte d'engagement réciproque pour que l'engagement mutuel puisse être clair. Prochaine diapo, s'il te plaît. Alors, dans les mois à venir, donc bien sûr, les objectifs sont celui d'accroître cette communauté, donc de la faire grandir de plus en plus, de l'enrichir, en essayant également d'intégrer des profils variés. Actuellement, nous n'avons que des femmes qui sont impliquées dans ce groupe. Donc, l'idéal serait effectivement de voir aussi des hommes qui puissent faire partie de ce groupe et aussi d'impliquer aussi de faire intervenir des personnes aussi avec des profils différents. L'objectif, c'est aussi celui de promouvoir l'implication du groupe Coprica au sein de Concept même dans tous les INA. Donc, voilà, c'est vraiment l'objectif ultime. Nous avons un projet de newsletter, alors qui est encore à définir s'il sera interne et ou externe. Ça, c'est à venir. Et comme présenté tout à l'heure, Nive, un appel à projet de l'INSERM est disponible pour promouvoir la recherche participative. Donc, pourquoi pas répondre à cet appel à projet avec Coprica voilà, pour penser à quelque chose relatif à la recherche participative. Alors, en conclusion, si on veut retenir 3 points clés de la recherche participative, alors la recherche participative est une approche dynamique et inclusive qui permet et qui vise à améliorer les résultats des recherches et l'impact en santé publique, dans notre cas. La recherche participative permet également de prendre en compte les inégalités sociales en santé et bien sûr avec comme objectif celui de les réduire. Coprica est un groupe naissant dont les objectifs à court et à long terme sont de pouvoir contribuer à la prévention primaire, donc à la mise en place d'interventions qui puissent diminuer l'incidence des cancers. Et je vous remercie tous. Ah, bon, oui, vous avez les contacts de Nive et moi-même, et ainsi que du CERPOP, qui est notre laboratoire d'appartenance. Et n'hésitez pas à nous recontacter. Et je vous remercie chaleureusement de votre attention. Voilà, aussi, je voulais juste dire, Pauline, pardon, de remercier aussi notre groupe Coprica, les citoyens, et aussi à toi aussi, Pauline, pour ton aide pour cette présentation. Et voilà, ouais, nous sommes ouvertes de connecter avec les autres personnes. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous deux de cette excellente présentation qui a déjà suscité des questions et qui en suscite encore. Merci beaucoup. Et aussi merci au groupe Coprica qui, pour certains, sont dans les participants. J'ai reconnu certains noms. Merci à vous. Alors, on a quelques questions qui sont encore ouvertes, donc notamment une de Baptiste qui dit ne pas avoir compris l'enjeu de la rémunération sur Coprica. Pourquoi ne pouvez-vous pas rémunérer les citoyens? Donc, Claudia, si tu veux redire ce qu'on rémunère Alors, bien les citoyens. oui, alors, donc,
nous rémunérons, enfin, nous avons, alors, il n'est pas possible de rémunérer directement, comme un salaire. C'était ça ce que je voulais dire. Peut-être c'était pas clair ce que je voulais dire. On peut pas donner de salaire à des citoyens qui font de la recherche participative dans les projets de recherche. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas de statut pour ça. Mais euh, on considère que les citoyens, patients experts, n'importe, voilà, qui participent et qui font de la recherche participative, donnent beaucoup de leur personne, de leur temps, voilà, pour tout ce qu'on leur demande de faire, les formations, le groupe GEM, la présentation de projets, donner leur avis. Donc, de ce fait, on pense que c'est juste de pouvoir les récompenser d'une certaine manière. Et la stratégie que nous avons trouvée, c'est de leur donner des bons cadeaux, c'est des bons d'achat, en fait, que les personnes peuvent utiliser comme ils le souhaitent, voilà, pour leur participation. Merci beaucoup, Et puis, je Claudia. vois une question par rapport à l'INA. Alors, c'est Oui, vrai que je vas-y. n'ai pas présenté. En fait, bon, les INA, c'est. Alors, si je ne m'abuse, c'est les Integrative Network Axes. Enfin, en fait, c'est des axes de recherche ou work package ou voilà, des, euh, Les des groupes. sections Oui, voilà, qui ont vocation à travailler ensemble pour. Alors, le premier a vocation à identifier les causes du cancer et leur interaction. Sur la base de ces causes, l'INA2 a vocation à construire, à identifier une intervention qui pourrait être mise en place pour soit l'analyser, soit la réduire. Et l'INA3 a pour vocation voilà, de mettre en place vraiment l'intervention. Je ne et sais pas si c'est aussi. plus clair, mais j'ai été trop rapide effectivement sur cette partie. Oui, aussi, dans il y en a deux, c'est important pour nous de considérer aussi la recherche participative, les inégalités de santé et la littératie en santé, parce qu'ils sont liés ensemble. Et ça, c'est important dans il y en a deux d'utiliser et considérer des choses comme ça pour développer et co-construire les interventions à tester en il y en a trois. Je me permets peut-être de revenir juste sur la question de Baptiste auparavant, c'est la question de la rémunération liée aussi à l'institution qui porte le projet. Et toutes les institutions n'ont pas les mêmes règles de fonctionnement. Alors, effectivement, comme le dit Claudia, parler de salaire, c'est toujours très compliqué parce que ça nécessite un contrat de travail, tout simplement. Néanmoins, il y a des institutions par lesquelles on arrive à défrayer les gens, donc quand même à leur verser de l'argent, sinon et trébuchant. Avec d'autres institutions, même ça, c'est compliqué. Donc, effectivement, on passe par des bons cadeaux ou par des systèmes un petit peu, on va dire, alternatifs, quoi. Alors effectivement, des fois, c'est possible oui, de défrayer, comme tu disais, Julien, de prendre en charge des frais de déplacement, si ou de repas. Peu importe. Mais après, voilà, voilà, ça reste un peu compliqué. Ça dépend des institutions, tout à Et fait. ouais. Même, voilà, c'est. Et même les frais, ça dépend des institutions. Il y a une question donc, de Jean-François Costelmat-Lacoste. Donc, merci beaucoup pour ces présentations très inspirantes. On sent bien tout le travail fourni. Dans le projet INSERM 2025 est noté l'INSERM doit contribuer activement à développer un écosystème favorisant la recherche participative, dont l'objectif est de faire advenir des projets participatifs portés par des chercheurs et co-construits avec les professionnels de santé. Et la question, c'est donc qu'en est-il de la recherche participative avec les comités de soignants pour la prévention en cancérologie? Alors, Intéressante. alors effectivement, je pense que c'est quelque chose qui doit se faire. Alors c'est vrai que nous, en tant que, enfin, dans Concept, mais aussi dans les autres projets de recherche, voilà, nous dans Concept, on est vraiment sur la dimension citoyen, parce qu'on est en amont, on est vraiment en prévention primaire. Donc voilà, on veut essayer d'atteindre tout le monde, mais effectivement, des soignants pourraient aussi effectivement être impliqués dans ce genre de démarche. Bien sûr, au contraire. D'ailleurs, ils sont même plus à même, ils connaissent, ils ont des points de vue, voilà, ils connaissent le système, ils connaissent les patients, ils ont les points de vue des médecins, mais aussi des patients. Donc voilà, effectivement, c'est à Ouais. faire. C'est à faire.
Et c'est déjà fait dans certains projets des Alors, aidants, par exemple, dans Concept ou CLB. Mais c'est vrai que pour Coprica, c'est des citoyens. C'était le but d'impliquer les citoyens, mais on a des soignants qui sont impliqués dans les projets de recherche participative aussi. Je ne sais pas, Nive, si tu veux compléter là-dessus. non, juste pour dire, le IARC aussi, à Lyon, ils ont fait beaucoup de la recherche sur la prévention. Par exemple, avec la Code contre le cancer aussi, il y a des groupes participatifs et des autres projets européens pour explorer ça aussi. Donc, voilà, il y a des différentes démarches partout. Mais oui, c'est nous en concept qui sont concernés par la prévention du cancer. Et comme nous avons expliqué, la recherche participative est vraiment une démarche qui va traverser les différents aspects du concept. J'espère que ça C'est va répondre de cette question. Puis n'hésitez pas à poser de nouvelles questions. On a encore un petit peu de temps, il reste encore 10 minutes. Il y a une question de Sandra Doucen qui correspond un peu à la question d'Oriane qui avait déjà été posée et qui a été répondue par Julien. Julien, je ne sais pas si tu veux répondre à l'oral, mais je redis la question. Est-ce que c'est possible de participer à Concept en tant qu'association de démocratie en santé, représentant de patients proches et citoyens? Voilà. Oui, bah, je vais formuler à peu près la même réponse à l'oral qu'à l'écrit. Déjà, pour vous remercier pour l'intérêt que vous portez au réseau Concept. Et comme je le disais, vous êtes de plus en plus nombreux à nous demander comment rejoindre le réseau. Donc, ça nous fait chaud au cœur quelque part. Ça veut dire qu'on va dans le bon sens. Et donc, on veut bien faire les choses. Donc, aujourd'hui, on n'a pas ouvert les portes en grand, on réfléchit à la meilleure façon de le faire, de façon à pouvoir intégrer de nouvelles compétences, de nouveaux besoins, de nouveaux intérêts, tout en conservant quand même la raison d'être de Concept. Et on va dire que l'enjeu est de ne pas s'éparpiller. Donc voilà, on veut vraiment réfléchir de manière posée à la meilleure façon donc d'intégrer des intérêts comme les vôtres. Donc, n'hésitez pas à nous refaire un petit mail dans quelques semaines, quelques mois. Enfin, c'est vraiment un sujet qui est sur la table, donc on va vite pouvoir vous formuler une réponse. Donc, n'hésitez pas à nous contacter sur LinkedIn. Comme l'a dit Pauline, on va avoir un site web aussi très très bientôt. Donc, ce sera un autre moyen de garder contact avec nous. Mais voilà, on sera en mesure de vous fournir une réponse un peu plus construite que celle que je vous fais aujourd'hui dans pas si longtemps. Je viens de voir que Sandra, qui a posé cette question, a aussi rajouté un commentaire. Vous portez portant des enquêtes et des ateliers, groupes de réflexion, colloques, co-construits avec patients proches et citoyens en cancérologie. Comme mardi prochain, le colloque Face au cancer, agir ensemble pour et avec les proches aidants. Super. Merci pour ça. C'est Merci pour ce partage. Ouais, c'est Oui. un lien LinkedIn avec le colloque qui a lieu, la 3e édition. Et puis de toute façon, quand le site va sortir, outre le fait de devenir partenaire, il y aura aussi le fait de pouvoir participer et s'impliquer dans les différents projets. Et donc ça va être annoncé très vite. Comme l'a dit Claudia, on est un réseau de recherche en prévention primaire, donc c'est intéressant de voir comment on peut impliquer des patients en prévention primaire. C'est des questions qu'on se pose, j'ai presque envie de dire à chaque fois qu'on fait des trucs ensemble. Donc c'est effectivement des démarches qui sont intéressantes pour nous et il faut à minima, Sandra, qu'on fasse voilà une réunion, je pense, voir comment on peut articuler certaines activités. On a aussi une question, merci beaucoup Sandra. On a aussi une question de Lisa Laroussi-Libaud. On parle beaucoup de recherche participative au sein des projets en sciences humaines et sociales. Alors déjà, c'est bien qu'on en parle parce que souvent, c'est moins le cas. Qu'en est-il des autres projets de recherche clinique et fondamentale? Claudia et Nive, est-ce que vous voulez commencer à Oui, répondre? oui, alors nous sommes allés dans c'est une conférence, Claudia, l'année dernière qui a été organisée par INSERM
à Perpin pour expliquer la recherche participative dans les domaines fondamentaux du biologie ou quelque chose comme ça. Et donc, oui, il y a des démarches pour explorer ça, pour engager certains différents domaines de la recherche aussi. Et aussi dans ma recherche pour cette présentation, j'ai découvert qu'il y a plein de recherches, par exemple, sur l'agriculture, sur la nourriture, qui ont été faits et qui ont été établis depuis longtemps concernant la recherche participative et pour intégrer les points de vue des citoyens, la public dans ces aspects de la recherche. Donc oui, la réponse simple est oui. Mais de temps en temps, je trouve que c'est difficile un peu de trouver cet aspect partout. Oui, c'est super sur le web parce que on peut trouver des choses, mais je pense peut-être ce sera bien si on peut peut-être avoir ou créer une réseau national sur la recherche participative pour connecter avec des autres personnes, pour partager les astuces, etc. Donc, on verra. J'espère que INSERM ou des autres institutions, ils pourraient le faire à l'avenir. Là, tu veux compléter? Je peux aussi faire un petit retour là-dessus. Non, vas-y, vas-y. Ah oui, c'est très bien. Juste pour dire aussi, dans Concept, on a des projets qui sont interventionnels, donc qui ne sont pas uniquement SHS, alors qu'on a toujours une partie SHS, mais ou souvent, on a des projets, par exemple, sur les aidants ou sur création de parcours de soins, qui sont du coup des projets cliniques et pour lesquels on a une démarche participative avec des aidants ou des patients ou des professionnels de soins. Donc voilà, c'est pas uniquement sciences humaines et sociales. Et pour citer d'autres que nous, je sais que l'Institut Pasteur aussi implique aussi les citoyens ou en tout cas les participants ou les patients en études cliniques. L'AFCRO, dont certains, je pense, si Muriel est peut-être dans les participantes, a présenté récemment, là, je crois que c'était la semaine dernière à Paris, sur l'implication des patients dans les études cliniques. Donc à l'AFCRO. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent en domaine clinique aussi. Et fondamental, c'est souvent un peu plus compliqué quand c'est très cellulaire ou très théorique, mais ça se questionne, comme toujours, voilà, l'implication des personnes concernées par le sujet de recherche dès le début du projet. Voilà, je ne sais pas, Oui. Julien, toi, si tu as d'autres... Oui, aussi, Non, Claudie, peut-être que tu peux parler sur Eva Pref aussi, parce que, Oui, 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 effectivement, au sein de notre laboratoire, on met en place aussi des essais cliniques qui sont qui mettent en place aussi de la recherche participative. Donc dans ce cas, c'est un projet pour c'est pas de la prévention primaire, mais c'est pour avoir accès à la préservation de la fertilité pour les femmes atteintes de cancer du sein. Et donc, on s'est rendu compte que peu de femmes ont recours à la préservation et en fait, peu de femmes ont l'information. Et donc, pour que elles aient l'information, on a fait des focus group avec des patientes qui nous ont permis de développer des outils de communication pour que toutes les patientes soient informées. Et donc voilà, dans ce cas aussi, c'est un projet c'est un essai clinique qui met en place de la recherche participative. et elle vient de publier le protocole aussi. Donc, Oui. Et peut-être juste pour revenir sur Concept, dire on a de plus en plus de démarches également qui associent les citoyens avec la recherche en épidémiologie. Donc là, on n'est plus dans les sciences humaines et sociales. Et là, pour le coup, on arrive à faire des choses, enfin, on commence à le faire en tout cas, mais on peut faire des choses en recherche participative et avec des choses parfois très techniques en épidémio ou en sciences de l'environnement en expologie, par exemple. Donc, voilà, c'est des choses qu'on développe au sein de Concept en prévention primaire. Merci. On a une question de Rita qui fait partie du groupe Coprica. La recherche participative en prévention primaire porte autant sur la santé que l'action sociale. Est-ce que la pluridisciplinarité intègre des chercheurs en sciences humaines?
Claudia, Nive, si vous voulez. Ben, alors nous, dans notre cas, non, pas actuellement, mais c'est vrai que C'est possible, c'est ouais. possible. En fait, enfin, le message, j'ai envie de dire, la recherche participative, tout peut se faire, entre guillemets, dans le sens que tout le monde peut participer. Et c'est vrai que, pourquoi pas intégrer des chercheurs en sciences humaines pourrait apporter une autre brique aux connaissances et du coup pourrait vous apporter aussi un autre regard. Oui, Oui. ouais. C'est ce que fait par exemple le groupe de POPS qui implique la psychologie sociale en santé et avec la recherche participative avec le groupe Impact, si je ne me trompe pas. Donc voilà, c'est dans le réseau, on a des chercheurs qui portent ces voix-là. Il est 13 heures. Si vous avez une dernière petite question, sinon on va clore ce webinaire que vous pourrez du coup retrouver sur notre site YouTube, sur notre chaîne YouTube, bientôt sur notre site web. Et n'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn. Donc on poste chaque semaine et on essaiera de répondre à vos questions aussi sur notre site LinkedIn. Groupe des POPS, pardon, c'est le groupe de recherche POPS. Je crois que c'est psychologie sociale de la santé. Julien, peut-être que tu peux en dire un tout petit peu plus. C'est POPS. C'est un groupe de l'INSERM U1296. Julien, je ne sais pas si tu veux compléter. POP, c'est donc une équipe de psychosocial au sein de l'unité 1296. Exactement. Il y a Merci Léa. Léa qui répond. Et le groupe, ils ont constitué un groupe alors je crois que c'est que des femmes en ce moment, de patientes co-chercheuses. Et le groupe s'appelle Impact, IMPAQT. Et donc c'est un groupe qui est impliqué à tous les niveaux de la recherche, de la définition de la question de recherche au déploiement de la recherche elle-même et sa valorisation. 6 femmes de Voilà. patientes chercheuses. Merci Léa de répondre en direct sur le Voilà. chat. Ça permet voilà, de vous montrer qu'il y a vraiment différents modalités de recherche participative dans différents groupes de recherche et dans différents contextes de prévention liés au cancer. Euh, Merci beaucoup. Il est 13 heures, donc j'ai respecté le temps. Vous remercier infiniment pour votre participation. Remercier encore nos oratrices. N'hésitez pas, si vous avez des questions, du coup, à nous suivre sur LinkedIn, à poser des questions sur LinkedIn et voilà, à nous suivre et à continuer à participer, à vous impliquer sur ce sujet qui nous est cher, la recherche participative. Merci beaucoup à tous. Et merci Claudia et Nive. Et est-ce qu'on annonce la prochaine date? Elle est sûre et certaine ou... Normalement, oui, j'ai pas eu la confirmation de l'intervenant, mais ça devrait être le 17 avril. Mais je dois avoir la confirmation d'intervenant encore qui doit être validée. Mais j'enverrai très prochainement donc du coup le nouveau lien. Mais donc le Meet and Share, c'est tous les troisièmes mercredis du mois. Et vous avez toutes les informations sur LinkedIn sur notre chaîne. Merci beaucoup à tous. Merci Claudia et Nive Merci, et merci à merci tout le à vous. monde. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup, bonne journée.